beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux que je n'aurais pas salués personnellement, soyez sincèrement les bienvenus au sein de nos locaux du SDEC Énergie, où nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir pour ces journées portes ouvertes. Alors nous démarrons ensemble cet après-midi, donc notre 4e table ronde de ces 2 jours de portes ouvertes à travers un sujet plein d'actualité. La mobilité bas carbone trace sa route. Alors je vais repartir un petit peu en arrière et remonter avec vous le fil du temps. On a commencé à parler bornes de recharge, véhicules électriques lors de mon premier mandat ici au SDEC, c'est-à-dire avant 2014. On a commencé à échanger avec les collègues sur le positionnement du syndicat, sur ces nouvelles formes de mobilité. Est-ce qu'on devait y aller, pas y aller? Comment devait-on faire? Je me souviens, on a fait des réunions de conseil le soir, à la veillée, où on commençait à échanger, à discuter sur l'implantation de bornes dans nos communes adhérentes, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient rurales. On nous regardait parfois avec des yeux ronds. Aujourd'hui, je dirais que ça fait partie pleinement du paysage. On a donc travaillé avec l'ensemble des communes de notre département. On a répondu à un appel à projet lancé par l'ADEME. Là aussi, l'implication du syndicat a permis à nos collectivités adhérentes de pouvoir bénéficier des fonds de l'ADEME que seuls individuellement, bien sûr, nous n'aurions jamais pu aller chercher. Ainsi, et là c'est le maire rural qui parle aussi, j'ai une borne de recharge dans ma commune, elle m'a coûté 20% du prix total de l'opération. Moi, à titre individuel, j'aurais jamais pu me permettre d'équiper mes concitoyens d'un tel équipement. Le fait que le syndicat ait répondu à cet appel à projet, 80% de financement obtenu, et ça y est, c'est parti, la dynamique elle est lancée. Et ainsi, l'ensemble du département du Calvados, à force de propositions et de volonté des élus locaux, se trouve maillé. C'était un véritable défi. Nous y avons cru. 220 bornes de recharge sont implantées sur notre département du Calvados et nous sommes en train de compléter ce maillage avec des bornes de recharge rapides. Dans le même temps, on s'est lancé sur la sensibilisation, la vulgarisation aussi de ces nouveaux modes de déplacement. On a participé à la foire de Caen pour mettre en place un village de l'électromobilité. Petit à petit, voilà, ça se développe, ça entre dans nos façons de vivre. Et on instaure en même temps, on met en place un rallye électrique. Nous venons de le faire il y a 15 jours et pour la première fois, nous avions sur ce rallye électrique 3 types d'énergie, l'électrique, le gaz et l'hydrogène. Alors, que de chemin parcouru, finalement, en si peu de temps ramené à l'échelle. Mais nous en sommes qu'au début, le champ des possibles est ouvert devant nous. Car la mobilité, elle évolue, et elle évoluera encore plus, je dirais, avec la prise de compétence de nos EPCI, de cette loi avec la possibilité de prendre, dans le cadre de la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, la possibilité de prendre cette compétence dans nos EPCI et ainsi de développer de nouvelles formes d'usage. Je pense par exemple à l'autopartage. Jusqu'ici, ce dernier est très présent dans les milieux urbains et on voit bien qu'avec la prise de compétences par les EPCI, je pense qu'on a tous une volonté collective d'irriguer nos territoires. Et là aussi, je pense sincèrement que notre syndicat a tout son rôle à jouer. Rôle d'ingénierie auprès de nos collectivités, on en a énormément besoin. Rôle technique, bref, là aussi, nous saurons répondre aux attentes de nos collègues et aller de l'avant. Bon nombre de projets sont donc à développer, à poursuivre, et vous pouvez compter sur notre syndicat et sa volonté pour les mener à bien. Merci beaucoup, Catherine Gournay-Lecomte, pour ces mots qui introduisent bien notre échange de cet après-midi. Nous commencerons avec vous, Yann Pitrou, pour le contexte, les actualités. Puis nous verrons les infrastructures, les différentes mobilités et leurs réseaux. Alors, on a des véhicules qui sont bien stationnés devant le SDEC. Peut-être qu'on repartira avec, je ne sais pas. On peut rêver. Et donc, on verra ça avec vous, Arnaud Jamard, Régis Saadi et Philippe Landrin. Et puis, nous verrons les perspectives d'évolution. Et je fais un signe à Charles-Antoine Gauthier, donc directeur adjoint de la Fédération nationale, la FNCCR, référent mobilité pour cette question, qui est sur le
le toit de la fédération, puisqu'on aperçoit des panneaux solaires derrière vous et une éolienne, à moins que ce soit une image de fond d'écran, je ne sais pas. Vous nous entendez? Oui, c'est bien le fond d'écran. Hein, mais je suis très bien avec vous. Je vous remercie de cette invitation et au plaisir de partager et d'échanger avec vous pendant cette table ronde. Très bien, ben, nous vous retrouverons tout à l'heure et vous serez accompagné par Pascal Dupont qui est ici dans les locaux et nous terminerons avec vous, Alban Raffray, sur cette question. Alors Yann Pitrou, vous êtes vice-président de l'association Normandie Mobilité Électrique. Vous êtes fondateur également de cette association. Il vous revient de nous dresser le contexte, le panorama de ce qu'est la mobilité électrique aujourd'hui. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc moi je représente donc NME, donc Normandie Mobilité Électrique. En fait c'est une branche de l'AVER France, hein, donc c'est une antenne régionale. On l'a fondée, donc je l'ai fondée en 2014 avec l'ancien président de l'AVER France, Philippe Aussour, que certains connaissent ici en Normandie. Et puis Alain Alliot, qui est ingénieur, qui est très impliqué aussi. Et Valérie Chénel. Donc Valérie Chénel, malheureusement, ne peut pas être là. Donc c'est la présidente de NME, très dynamique, et qui malheureusement a des contraintes puisqu'elle est maire d'une petite ville sur l'Orne et elle avait donc un empêchement aujourd'hui. Donc qu'est-ce que NME? NME, c'est un tiers de confiance. Hein. Donc ce qui est important aussi de rappeler, c'est quand on a fondé l'association en 2014, on l'a fondée avec Enedis. Enedis nous a supportés, aidés. On a de nombreux partenaires qui sont venus et qui sont des partenaires donc, qui sont acteurs de l'électromobilité. Des collectivités, des entreprises, hein, voilà, impliquées dans le milieu de la mobilité, et puis donc, et bien sûr des syndicats d'énergie, puisque des syndicats qui sont très présents, bien sûr, et qui sont promoteurs, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de la mobilité sur le territoire. On est un tiers de confiance, donc on est là pour promouvoir la mobilité. Voilà, donc ça veut dire, au-delà bien sûr de présence sur des salons, etc., c'est de pouvoir aussi assister les collectivités en amont sur des projets de mobilité. Ce que j'ai fait notamment récemment, par exemple, sur le pays de Honfleur-Beuzeville, hein, la communauté de Honfleur-Beuzeville, ou sur la côte fleurie. On était très en amont pour pouvoir les aider, les accompagner sur notamment un plan d'action de mobilité. Alors, rapidement, parce que je sais que le temps est assez compté, ce qui est intéressant surtout, c'est de revenir un petit peu sur le contexte, où on en est par rapport notamment au déploiement de l'offre de mobilité et surtout au marché donc des véhicules électriques. Je ne vais pas parler des bornes parce qu'on en parlera après, mais c'est quand même étroitement lié, bien sûr. On en est après. Alors, on n'en est pas à 1 million, parce qu'un million de véhicules, et c'était le contrat stratégique de la filière automobile, c'était à 2022, on a un petit peu de retard, mais pour l'instant, à peu près 650 000 véhicules, 450 000, on va dire, de véhicules purement full électriques, purement électriques, à peu près 250 000 sur des véhicules hybrides. Donc on a un marché quand même qui a pris énormément. Ces slides d'après, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la rupture qu'il y a eu et la forte croissance qu'il y a eu à partir de 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de leviers qui ont permis en effet de booster le marché. Alors le levier, il est clair, on le connaît. C'est surtout des directives, notamment des directives de la Communauté européenne, sur notamment le transfert des véhicules thermiques vers les véhicules électriques et contraindre, quelque part, contraindre les constructeurs automobiles à aller vers le full électrique pour du zéro émission à 2035. Hein. La date a été revue, c'est plus 2040, c'est 2035. Et le volet hybride n'a pas été accepté puisque la France se battait beaucoup pour qu'il y ait de l'hybride, mais c'est du full électrique, zéro émission à 2035. Ça veut dire que nous sommes en 2021. Clairement, il y a eu un déclenchement énorme à partir de 2020. Le marché représente à peu près 16,6%. Dedans, j'y mets les véhicules hybrides. Donc, c'est quasiment 10 fois plus qu'il y a moins de 5 ans. Donc, on est sur un marché extrêmement dynamique. Et surtout sur un contexte économique qui était très difficile, on sait, par rapport à la période du Covid depuis 2 ans, notamment sur une décroissance très importante des véhicules thermiques sur le marché français. Dans le même temps, les véhicules électriques et hybrides ont été boostés de plus de 60 à 80% par rapport à N-1. Donc marché extrêmement dynamique. Et c'est pour ça qu'en effet, qui est aidé aussi, pas mal aidé, on va le voir après, par pas mal de leviers aussi, hein, puisque le marché et notamment l'État français est très investi, on le sait, sur cette dynamique-là. C'est le slide d'après, donc je ne vais pas être trop redondant, mais là ça vous donne une petite idée. C'est important de voir surtout la multiplication du nombre de modèles qui sont proposés, de l'offre, l'élargissement de l'offre des véhicules électriques. On en est à peu près là, en 2021 à 214 modèles. On annonce déjà à 5 ans plus de 500 modèles différents de véhicules électriques. Ça veut dire que vraiment, on est passé dans une toute autre dimension depuis maintenant 2 ans, puisque depuis 2 ans, principalement, qu'il y a eu des contraintes et surtout il y a une incitation très importante pour que les constructeurs automobiles européens jouent le jeu par rapport notamment à des engagements. Excusez-moi,
Très bonne question. Là, en effet, j'ai pris tout type d'offres, mais à peu près sur les véhicules français, ça a été multiplié par 5, en tout cas si je prends PSA et Renault, et avec notamment, alors c'est vrai, même si PSA a beaucoup joué au début, a investi sur l'hybride, il y a du full électrique énormément maintenant sur les nouvelles gammes Peugeot, hein, sur du 3008, futur 5008 aussi, sur du full électrique. Donc il y a énormément de modèles français, il y a des modèles aussi SUV, notamment si on prend aussi DS. Et il y a surtout un gros investissement qui se fait sur les véhicules utilitaires, puisque les collectivités aussi sont une cible importante pour les constructeurs automobiles. Si on passe juste au slide d'après, donc là, alors je suis désolé, c'est pas très digeste, hein, mais je vais faire les commentaires. Ça vous donne en fait une répartition déjà des parts de marché du marché global. Donc 11%, c'est la partie full électrique, 100% électrique. 8,5% sur la partie hybride, 3,3% les véhicules utilitaires. Vous avez à peu près, là vous avez un peu de réponse, je vous donne un peu de réponse, notamment sur les typologies de véhicules qui sont les plus vendus. Vous voyez quand même que les Français, au-delà bien sûr de la Tesla Model 3, c'est vrai qu'ils ont énormément au niveau européen. Et c'est plutôt en effet une photo du marché européen. Mais en effet, bien sûr, la Zoé, la 208 électrique, et d'autres modèles sont en train vraiment les DS aussi sont en train de très bien se vendre, puisque les prix aussi sont beaucoup plus accessibles. Hein. Les volumes étant là, on a un marché qui devient beaucoup plus accessible. J'ai rajouté un tableau qui est intéressant, c'est pour faire un focus sur la région Normandie. On est entre Normands, donc voilà, on est quand même la 7e région. On remonte en plus énormément, donc je pense que là, on vise d'être dans le top 3 pour plein de raisons, puisqu'il y a énormément d'acteurs sur la mobilité. Il y a aussi des usines qui sont en Normandie. Et donc, il y a pas mal de, on va dire, feux verts. Il y a aussi des bonus qui sont proposés. Donc, il y a énormément de, on va dire, de facteurs très favorables pour un développement très rapide sur la Normandie. Et on le voit, donc il y a à peu près 400 plus 200, 650 à 700 véhicules, on va dire, électriques hybrides qui ont été vendus. La Normandie, en tout cas, est plutôt assez dynamique sur ce segment-là. C'est intéressant de parler du marché de l'occasion. Ça, c'est très important. Autant il y a encore 5 ans, je ne pouvais pas en parler, hein, parce qu'il n'y avait pas de deuxième main sur le marché des véhicules électriques. Mais pourquoi c'est important d'en parler pour les collectivités? Ça veut dire que ça donne de l'accessibilité demain pour les centres techniques municipaux, pour des villes qui n'avaient pas les possibilités financièrement d'accéder, malgré les aides de la région, de l'État, à du véhicule électrique. Grâce à du véhicule deuxième main, ils ont enfin accès, ça s'est démocratisé, à une offre en véhicule électrique. Donc ça, c'est le premier facteur. Et deuxièmement, grâce aux véhicules d'occasion, ça permet aussi de remettre et de racheter des véhicules neufs. Hein, ça veut dire que je suis une grande ville, une grande métropole, je vends mon parc de véhicules électriques, je souhaite accéder à une nouvelle offre, je joue aussi le jeu, c'est très dynamique aussi pour le marché. Donc c'est à la fois bien pour des petites communes en zone rurale, zone côtière, j'en fais partie puisque j'habite sur Honfleur. Il y a des difficultés financières, c'était compliqué d'investir sur l'électrique, et ça permet aussi de remettre à flot une nouvelle offre. Donc c'est l'offre et la demande, et ça permet de créer un certain dynamisme là-dessus. Donc 55% de plus de véhicules d'occasion depuis 2018 sur la partie électrique, 37% sur la partie hybride. En effet, le véhicule d'occasion deuxième main, c'est aussi une chance pour les collectivités. Si je passe après sur l'autre slide, pardon, ouais, merci. Désolé encore, de nouveau, le tableau n'est pas très digeste, mais je vais faire les commentaires. Il y a des aides, hein. Donc ça c'est important, même si, alors, il faut être très honnête, les aides ont tendance à baisser. Ah oui. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est sur un marché, alors ça peut s'entendre, ça peut pas s'entendre, mais étant donné qu'on est sur un marché qui devient dynamique, on n'est plus sur un niche market, comme on dit, ce qui était le cas, moi, quand j'ai commencé l'électromobilité, il y a plus de 10 ans, on était vraiment entre pionniers, et on se regardait toujours les mêmes, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y avait énormément d'acteurs de la mobilité. Là, en effet, les bonus écologiques, ils sont présents, hein, pour les collectivités, voilà. En plus, ils peuvent s'additionner. Ils baissent. Vous voyez, la tendance est plutôt à la baisse, puisqu'on est à 4 000 € actuellement et 3 000 € pour le 1er janvier 2022. On touche du bois pour que l'année prochaine, les candidats, en tout cas les personnes qui seront aux manettes du pouvoir, garderont ce dynamisme sur l'électrique et sur l'hydrogène, puisqu'il y a aussi énormément d'argent mis sur la table sur l'hydrogène. Mais il y a des bonus qui sont là pour l'aide à l'acquisition en fonction de la typologie de véhicule, comme vous le voyez. Hein, et du montant du véhicule, des bonus permettent en tout cas d'aider et puis pour accéder à cette offre, et c'est dédié pour les collectivités. Le slide d'après, merci. Donc ça c'est important aussi d'en parler, c'est bien sûr France Mobilité. Nous au niveau de l'AVER, NME, donc de l'AVER aussi France, on est très impliqués et on travaille aussi main dans la main avec France Mobilité.
C'est une démarche donc, du ministère de la Transition écologique pour aider les territoires, hein, les faciliter dans les démarches, pour notamment sur des appels d'offres, pour monter des appels d'offres, pour répondre à des appels d'offres plutôt, sur des collectivités et notamment pour connaître aussi les dispositifs financiers. Hein, il y a énormément de dispositifs qui sont proposés, etc. Donc ça, c'est important. Moi, je l'ai fait très récemment sur notamment le pays d'Honfleur, nouvellement Honfleur-Beuzeville, CCPHB. On les a aidés aussi, on leur a donné... moi, j'ai été parce que en même temps, je suis honfleuré, donc c'était assez facile. Et en même temps, faisant partie des NME, on les a aidés. Et France Mobilité a aidé aussi pour pouvoir, quelque part, vulgariser un peu la panoplie d'offres qu'il y a, parce qu'on est un peu perdu hein, quand il y a beaucoup d'offres. Voilà. Et donc, France Mobilité est un acteur très important. Il y a le site internet qui est affiché pardon, sur le slide. Et après, on va venir sur une partie qui est importante, c'est ça d'après, c'est advenir. Voilà, je pense que c'est important de finir là-dessus. J'espère que je suis bien au niveau timing. Advenir, c'est vraiment... alors, c'est d'abord, on va dire, c'est un certificat d'économie d'énergie. Hein, c'est un mécanisme CEE qui date déjà depuis 2016. Donc, il y a une première enveloppe qui avait été mise sur la table par l'État, relayée par différents organismes, dont l'AVER, et qui était destinée surtout, on va dire, au logement collectif aux immeubles collectifs. Est-ce qu'on peut rappeler comment ça fonctionne dans les grandes lignes des certificats? En fait, c'est une initiative qui permet en fait, de financer à travers des certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a des primes qui ont été proposées. Ce sont des primes de déploiement pour les infrastructures de recharge. C'est ça le sujet, pardon, en effet. Et l'objectif, c'était surtout d'arriver à 100 000 bornes de recharge à fin 2021. Donc, on est un petit peu en retard parce qu'à peu près, il y a... Bon, après, on pourra me corriger, mais il y a à peu près pour moi 60 000 points de recharge en France. Ça dépend comment on les comptabilise. Donc, on est un petit peu en retard par rapport à cet objectif-là. Mais en tout cas, c'était pour booster, parce que le maillage est important. Donc, advenir, ça permettait de rassurer l'ensemble du marché sur un maillage intelligent de bornes de recharge et d'avoir donc des primes incitatives. Au début, c'était donc pour les immeubles collectifs, pour aider des démarches individuelles ou collectives auprès des syndics de propriété pour avoir plus de facilité pour implanter sa borne de recharge. Il y a une deuxième enveloppe qui a été remise, et ça c'est important maintenant d'en parler, puisque les collectivités sont enfin intégrées dans l'advenir. On s'est battu à l'AVER pour qu'en effet on élargisse le dispositif des CE vers en effet les collectivités, notamment pour les parkings de voirie et les parkings ouverts au public, on parle bien de ça, pour aussi les parkings des entreprises, hein, et puis toujours pour en effet aider les immeubles collectifs, les immeubles d'habitation à l'accès à la borne de recharge. Donc ça couvre à la fois la fourniture et l'installation de la borne, hein. Et ça peut, alors on l'a mis là justement, il y a donc bien sûr 50% de subventions proposées, donc de primes pour la partie résidentielle collective, 60% pour les parkings ouverts au public, donc pour les collectivités c'est très intéressant, et 30% pour les parkings privés. Voilà. Et donc là vous avez... Alors, justement, ça prêt, pardon, merci. Non, c'est moi. Et donc là, vous avez en effet tous les types de bénéficiaires. Et ce qui devient très intéressant pour une collectivité, puisqu'on va faire un focus principalement là-dessus, c'est qu'on peut cumuler les primes. Hein. Donc on peut aller jusqu'à 60% en effet pour implanter des bornes de recharge sur un parking donc ouvert au public, hein, en voirie. Ça peut aller donc l'offre peut aller de 2100 jusqu'à 18 000 euros. Alors c'est vrai que si on met une borne de recharge rapide, ça coûte assez cher, on est bien d'accord. Si on va sur des bornes donc lentes jusqu'à accélérées, c'est une très belle offre. Il y avait déjà eu des aides, en effet, quelques années, qui ont permis aux collectivités, via les syndicats d'énergie, de pouvoir implanter leurs bornes sur le territoire. Mais cette prime à devenir est très intéressante. Elle peut se cumuler aussi, c'est très intéressant de le noter, notamment pour des bornes à la demande. Hein, c'est un dispositif qu'on a mis en place. On a insisté dans l'offre pour pouvoir compléter justement l'ensemble donc, de types de bénéficiaires, c'est qu'on puisse cumuler à la fois la demande donc, d'une borne de recharge destinée au public, mais aussi pour éventuellement, lorsqu'on se retrouve dans une situation, on a trouvé que c'était plutôt assez intelligent de le proposer comme ça, pour une personne, que ce soit un particulier ou une entreprise qui n'a soit pas de wallbox, donc c'est souvent le même schéma, c'est vrai quand on charge soit à la maison, en wallbox, soit sur le parking d'entreprise. Et donc là, en effet, pour un particulier entreprise qui n'a pas de borne à moins de 500 mètres, parce qu'en effet, pas de possibilité d'avoir de wallbox à la maison, si c'est sur un immeuble collectif, c'est pas forcément évident, soit éventuellement parce que la mairie, la collectivité n'avait pas les moyens d'implanter, il n'y a pas eu de maillage fait sur le parcours. Il y a la possibilité en effet de faire une demande
Et donc, en effet, le porteur de projet, qui soit la collectivité ou l'entreprise, qui est tiers mandataire, peut donc utiliser ce mécanisme de CEE pour bénéficier de la surprime à devenir. Donc on peut rajouter éventuellement, si on est au plafond à 18 000 € pour une borne en parking ouvert, on peut rajouter jusqu'à 2 700, même 3 000 € pour avoir une aide supplémentaire sur cette borne de recharge dans un périmètre. Alors nous, c'est vrai qu'on a contraint ça dans un rayon de 500 mètres autour d'un domicile ou d'un lieu de travail, mais ça veut dire que c'est encore un levier supplémentaire qui est très intéressant pour les collectivités. Donc advenir en 2 mots, c'est que c'est vrai, c'est avant tout pour les collectivités de trouver un interlocuteur. C'est-à-dire que demain, si vous souhaitez avoir des informations sur Advenir, je ne doute pas bien sûr que le SDEC a bien sûr la connaissance du dossier et est un partenaire, une personne qui est un intermédiaire qui peut en effet parler très très bien d'Advenir. Il y a aussi des associations, donc aussi NME a un site internet donc sur Normandie mobilitéélectrique.com où vous retrouvez aussi le lien vers Advenir et vers bien sûr vers France et le ministère de la transition écologique, et avec tous les mécanismes, les formulaires. Voilà. Comment ça se passe? On a voulu au maximum rendre accessible cette offre-là, la dévulgariser un petit peu. Et donc, on est en effet maintenant, il y a une éco-DC en 2016 qui était un petit peu compliqué à mettre en place. C'est vrai, les collectivités, les syndicats en tout cas, ou les personnes, les particuliers avaient des difficultés pour pouvoir accéder à ça. Et là, vraiment, on va dire, là, c'était en 2019-2020, on a réussi enfin à rendre cette offre accessible pour donner le maximum d'informations sur tous les leviers et voir justement comment on peut cumuler l'ensemble de ces primes. Donc NME est un acteur à ce niveau-là, un partenaire, en tout cas, on va dire un tiers de confiance qui peut être en tout cas pour vous un interlocuteur pour vous présenter ce qu'il y a derrière Advenir et comment bénéficier rapidement pour aller un peu plus vite surtout, et puis surtout pouvoir donner de la visibilité aux citoyens localement avec un maillage intelligent de bornes de recharge. Merci beaucoup Yann Pitrou pour nous avoir montré un peu l'évolution du parc électrique et puis évidemment nous avoir fait un zoom sur Advenir. On va poursuivre, sauf évidemment non. Si vous avez des questions, on s'arrête un instant sur ces données qui ont été livrées. Oui, non, non, pas pour l'instant. Nous continuons, mais vous restez avec nous. Sur les infrastructures cette fois, les différentes mobilités et leur réseau. On commence avec vous, Arnaud Jamin. Vous êtes délégué territorial GRDF et vous allez nous parler évidemment du GNV, de la dynamique de ce marché et ces infrastructures, bien évidemment. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on vient de parler d'électromobilité. On en entend beaucoup parler, notamment pour tout ce qui est véhicules légers. Mais on pense, nous, que la mobilité, elle sera, comme pour tout ce qui est énergie, mixte, et notamment pour les transports de voyageurs et de marchandises. Je pense qu'il y a d'autres aussi possibilités d'utiliser une énergie, et notamment le GNV et le bio-GNV. Alors, qu'est-ce que le bio-GNV? GNV, ça veut dire gaz naturel véhicule. À ne pas confondre avec le GPL que vous avez connu il y a quelques années, qui est un gaz qui est issu de l'extraction du pétrole et de la raffinerie du pétrole. Le gaz naturel véhicule, vous le trouvez sous 2 formes. C'est du méthane, donc vous le trouvez soit sous la forme gazeuse avec du GNC, ou sous forme liquide, ce qu'on appelle le GNL. Donc 2 utilisations possibles. Le gaz naturel liquéfié va servir vraiment pour des camions qui ont un besoin de distance, de kilomètres, d'autonomie très important, qui va nécessiter des EPI, par exemple, pour pouvoir faire le plein de GNL, et du gaz naturel comprimé que vous allez retrouver là plus dans des stations un petit peu plus classiques, et qui est ouvert à tout le monde, je dirais également aux véhicules légers, même si la cible est plus vers le transport, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc pour faire le plein de gaz, c'est identique que pour faire un plein d'essence. Voilà. Et ça présente, on va le voir, quelques avantages également. On peut passer à la slide d'après.
La différence donc, entre le gaz naturel véhicule et le bio-GNV, c'est issu en gros du gaz vert qui est produit dans les unités de méthanisation. Et par le biais des certificats d'origine, vous pouvez, en appuyant, en faisant votre plein, faire le plein avec une énergie qui est produite localement. Donc, par exemple, du gaz de Normandie, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans la table ronde sur la méthanisation notamment, c'est une filière qui est en pleine expansion. On a plus de 19 unités là, qui injectent du gaz vert dans les tuyaux normands, et c'est en train de continuer. Alors les atouts du GNV et du bio-GNV, vous avez surtout une limitation du bruit, puisqu'on réduit le niveau sonore de 50%. Vous avez un taux d'émission de particules fines qui est vraiment réduit à son maximum pour un moteur thermique, hein, avec 90% de particules fines en moins et des NOx en moins par rapport au diesel, donc avec la vignette critère 1. Vous avez surtout un taux d'émission lorsque vous roulez au bio-GNV de 80% de CO2 en moins, ce qui est très important, et un coût du carburant qui est moindre. Maintenant, c'est du gaz, et on suit bien l'actualité actuellement. Vous allez me dire, est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est vrai que cette slide a 1 mois et demi, 2 mois. Est-ce qu'il y a un bouclier pour le... Même s'il y a le bouclier, effectivement, le prix du gaz a relativement augmenté, mais c'est vrai pour l'ensemble des énergies. On l'a vu hier encore avec l'intervention du Premier ministre. C'est conjoncturel. Ça va durer quelques mois. Il faut faire le dos rond. Donc je dirais que là, les moins 20, moins 30%, on n'y est peut-être pas. Mais on va revenir dans les mois futurs à ce prix de carburant qui est quand même moins cher que le diesel. Voilà. Ce qui permet un amortissement, puisque lorsque vous achetez un véhicule GNV, hein, je parle encore essentiellement de gros camions ou de bus, vous êtes à un investissement de 10 à 15% plus cher à l'achat du véhicule ainsi qu'à la maintenance. Par contre, effectivement, avec des taux d'émission qui sont moindres. Donc actuellement, où est-ce qu'on en est pour le marché? Vous avez 4% des poids lourds qui ont été immatriculés en 2020 qui sont au gaz naturel, avec le premier, je dirais, la première entreprise qui commande du déplacement, qui est Carrefour, qui croit beaucoup au GNV et qui a commandé plus de 450 camions. Dont 100% des camions rouleront au bio-GNV. Donc ils ont vraiment une volonté de réduire leur impact carbone via le GNV. On l'a vu aussi tout à l'heure par l'intervention de mon directeur Philippe Lahaye, que par exemple une collectivité comme Caen-la-Mer a commandé plus de 200 bus. Donc la totalité de sa flotte va passer en 2026 au gaz naturel. Donc on a vraiment une dynamique très très importante dans les collectivités locales pour la mobilité GNV. Les bennes à ordures également, hein, je crois qu'ici aussi à Caen-la-Mer, les bennes à ordures fonctionnent au gaz naturel. Pourquoi c'est apprécié? Encore une fois, on avait le coût qui était moins important, qui actuellement rejoint le diesel, mais c'est temporaire. Un surcoût qui n'est pas si énorme que ça. Un argument qui fait vraiment mouche aussi chez les transporteurs, c'est qu'il n'y a pas de vol de carburant. Ça, c'est vraiment important. Surtout lorsque le prix des carburants est très cher. Et puis une autonomie qui est en fonction, entre guillemets, de la taille du réservoir. Donc on peut, en fonction de la capacité du réservoir, avoir une autonomie qui est très importante. Voilà les principaux atouts du GNV. Pour les véhicules, alors, on a un panel de véhicules. Alors là, je vais vous parler vraiment cars et bus et poids lourds qui couvrent vraiment toute la demande. On a une dynamique qui est assez importante. Alors,
moins si on compare aux véhicules légers dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Mais encore une fois, on est sur du transport et sur transport de marchandises, transport de voyageurs. Donc une dynamique assez forte avec une roadmap qui est prévue par l'État qui prévoit des courbes exponentielles, hein, puisqu'on va multiplier par 7 ou 8 le nombre d'immatriculations d'ici 2030 en véhicules fonctionnant au GNV. Voilà. Le pendant, c'est les stations. On a souvent souffert de cette problématique, c'est, y compris pour votre énergie, hein, c'est souvent, on a besoin de véhicules, mais on a besoin également de faire le plein. Alors, le plein, une station, il faut qu'elle s'amortisse. Pour s'amortir, en gros, il faut qu'il y ait une vingtaine de camions qui fassent le plein tous les jours sur cette station. Donc pour l'instant, effectivement, il y a des stations essentiellement en milieu urbain, sur des zones logistiques. Sur le Calvados, notamment, vous en avez une qui est du côté de Carpiquet. Il y en a une qui est prévue également sur l'ancien site de PS, enfin, sur le site de PSA à Cormel-le-Royal. Et on a fait, nous, d'ailleurs avec le syndicat d'énergie, une étude pour faire un schéma d'avitaillement pour savoir où installer ces stations. Et donc, on a corrélé plusieurs données, hein, que ce soit le réseau de gaz, que ce soit où sont situés les transporteurs, où sont situées les stations existantes. Et on s'aperçoit que là où vous avez en gros des points orange, ce sont des points névralgiques qui permettront l'installation de stations GNV et d'avoir un maillage suffisant pour que la filière se développe. Voilà. Actuellement, les deux collectivités sur la Normandie qui ont le plus de stations, c'est les collectivités de Rouen et du Havre, forcément avec un fort trafic routier et une nécessité pour toute la vallée de la Seine d'avoir ce maillage. Mais encore une fois, plus il va y avoir de camions, plus la rentabilité va se faire sur les stations. Et l'implantation des stations, notamment sur les stations multi-énergie, prendra tout son sens. Et je crois qu'il y a une réflexion d'ailleurs qui est en cours sur Pont-l'Évêque avec l'installation d'une station GNV. La distinction entre la couleur verte et la couleur bleue de vos stations-service ? Couleur verte, c'est en service actuellement. Couleur bleue, elles sont en construction. Couleur orange, c'est une réflexion qui est aboutie, entre guillemets, mais la construction n'est pas commencée. Très bien. Merci beaucoup. Mais madame, il Avec suffit plaisir. de lever la main. Et alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Oh, je pense que ça va aller. Hein. Mais c'est pour l'enregistrement, madame. Donc, je vais vous passer. Merci. À quand des stations bio-GNV pour le particulier ? Pour le particulier, ça s'est fait, hein, avec des mini-compresseurs qui étaient installés dans les garages. Moi, je l'ai connu il y a 20 ans. C'est une technologie qui est très mature, hein, le GNV. Hein. Par contre, il y avait une difficulté par rapport aux taxes entre la séparation entre les usages, je dirais, domestiques et les usages carburants. Voilà. Donc, que l'on se dise les choses assez franchement, les véhicules légers, ce n'est pas forcément la cible pour le GNV. On a vu qu'il y avait vraiment un engouement pour l'électromobilité, à juste titre, hein, en zone urbaine. On commence à avoir de l'autonomie qui est très correcte. Donc voilà. La cible pour le gaz, ça va vraiment être sur le transport de voyageurs, le transport de marchandises, là où... c'est les flottes captives, finalement. Oui, tout à fait. Mais par contre, je sais qu'il existe des stations bio-GNV particuliers à Nantes. Il y a une nouvelle station qui s'est mise et qui est ouverte aux particuliers en bio-GNV. Oui, alors après, Total croit beaucoup au GNV également. Voilà. Et sur la station de Rouen ou même au Havre, là, ils viennent d'en installer une. Vous avez la possibilité de faire le plein lorsque vous avez un véhicule léger au GNV, ce que j'ai à titre personnel d'ailleurs. D'accord, merci. On comprend. Oui, parce qu'on est convaincu que ça fonctionne. Véhicule personnel ou de l'entreprise ? Personnel. Ah, personnel, bravo. Merci. Et Total Énergie, juste, c'est vrai qu'ils proposent et ils sont en train de mettre en place sur le réseau France
vraiment des plateformes. Ben oui, Ils ont complètement changé leur physionomie, puisque maintenant ils ne parlent plus de pétrole, ils parlent que d'énergie, que d'électrique, beaucoup. Mais en effet, des plateformes avec multi-énergie, charge rapide, GNV, et puis d'autres, hydrogène peut-être un jour. Ils sont vraiment dans cette réflexion-là. Autre question, une voiture normale, est-ce qu'on peut l'équiper au gaz naturel véhicule? Oui, ça s'appelle du rétrofit. D'ailleurs, Renault, dans son nouveau plan Renault-Lution, va mettre une chaîne pour rétrofiter notamment les véhicules utilitaires. Donc oui, ça existe avec Borel, mais là, ils vont vraiment l'industrialiser, entre guillemets, pour rétrofiter les véhicules légers et véhicules utilitaires. Donc il y a une filière possible. Il y a une filière possible, tout à fait. Parfait. Et on peut passer de l'essence à l'électrique aussi avec le rétrofit. Non L'essence électrique. Il y en a Ça existe, oui, sur les vieux véhicules. C'est compliqué, mais ça se fait. Ça se fait. Merci, monsieur. Attendez. Excusez-moi. Oui, je disais, ça existe déjà. C'est le seul frein, c'est le problème qu'il faut que le véhicule ait exactement le même poids et les mêmes caractéristiques que lorsqu'il est en essence. C'est la seule difficulté. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Il y en a plein. Il y en a un, comment ça s'appelle, dans le sud de la France qui le fait très très bien. Ça a été fait aussi sur La Rochelle, parce que La Rochelle était tout à fait, pointe, et en effet, ils avaient des vieux véhicules, je ne sais plus quel modèle, où en effet, c'est un rétrofit essence vers électrique. Merci beaucoup. On va faire un jeu de chaises musicales. Yann Pitrou, restez pour continuer. Arnaud Jamard, on ne sait jamais, pour les questions. Régis Saadi, donc secrétaire général de France Hydrogène, pour passer à un autre réseau, une autre infrastructure, la place de l'hydrogène dans la mobilité, et puis l'hydrogène décarboné, qu'il est important de mentionner également. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. D'abord, je suis heureux d'être là. Je suis venu il y a quelques années avec le SDEC déjà, parler d'hydrogène, par hasard. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous parce que c'est constructif et intéressant. Je voudrais juste, avant de parler d'hydrogène, donner un peu de hauteur. Finalement, quel est l'objectif de tout ça? L'objectif de tout ça, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il faut bien se le rappeler. Pour faire ça, vous avez plusieurs solutions. Il y en a une, c'est l'électrification. Si on va vite venir à la mobilité, sinon ce serait trop long et je crois que je n'ai pas un temps infini. Ah non, donc on va s'intéresser à la mobilité. Vous avez deux solutions. Une solution qui élimine complètement les gaz à effet de serre, sous réserve que l'énergie primaire qui sert soit à fabriquer l'hydrogène, soit à alimenter les véhicules, soit elle-même décarbonée, ce qui est assez logique. Vous avez une autre solution qui vient juste d'être évoquée, qui est de passer au biogaz, qui élimine 80% des nuisances, qui présente aussi beaucoup d'avantages. Donc ce que je veux vous dire, c'est que tout ça ne s'oppose pas, tout ça se complète. Ça a beaucoup d'avantages. Il y a juste un problème à terme, c'est la biomasse. C'est-à-dire, si vous faites du bio-GNV, ça veut dire que vous avez de la biomasse en amont. On voit bien qu'aujourd'hui, la demande est satisfaite, mais c'est compliqué, parce que la biomasse, elle n'est pas infinie. Donc il y aura une limite physique au déploiement de cette mobilité-là par manque de ressources. Mais vous me direz, pour l'électricité décarbonée, vous avez la même question, puisque vous avez deux énergies décarbonées. Vous avez le nucléaire, il faut le rappeler, vous allez en entendre, à mon avis, de plus en plus parler. Et puis vous avez l'éolien, le photovoltaïque, dont tout le monde dit que c'est formidable, et dont personne ne veut. Ça va être un peu embêtant quand même. Donc voilà, donc, tout ça, c'est un ensemble. Alors, si on parle mobilité hydrogène, qu'est-ce que c'est? Mobilité hydrogène, c'est d'abord et avant tout une mobilité électrique. Parce que j'entends souvent, oui, il y a la mobilité électrique, puis il y a l'hydrogène. Non, c'est la même chose. Sauf que la source d'énergie électrique n'est pas la même. Mais si on raisonne marché, si on raisonne finalement quels sont les grands domaines d'application de chaque techno, on voit très bien que le véhicule électrique batterie, il est déjà bien développé. Il est très bien adapté pour un certain nombre d'usages. Et en particulier, il est bien adapté pour le véhicule particulier et les véhicules un tout petit peu plus gros, éventuellement, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on a une assez bonne autonomie, on a des véhicules qui se développent, les prix baissent. Donc le véhicule électrique batterie, il a sa place, il l'a prise, il résout une partie des problèmes. Les infrastructures se mettent en place, on voit bien que ça se déploie. Il y a encore un peu de boulot, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis les prix vont baisser mathématiquement, parce que la courbe d'expérience et les volumes vont faire que les prix vont baisser. Tout ça va dans le bon sens. Les véhicules lourds, c'est un autre sujet. Et à notre avis, c'est le sujet hydrogène. L'hydrogène présente les mêmes avantages que pratiquement que le biogaz.
C'est-à-dire qu'on peut voyager loin, on n'embarque pas de poids, et on a des véhicules qui n'émettent pas, sous les réserves que je vous ai données tout à l'heure évidemment, mais qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Donc tout ça est formidable, sauf qu'il faut quand même deux choses. Un, il faut avoir une offre de véhicules, c'est-à-dire quand je parle de véhicules lourds, on parle de camions, de bus, de bennes à ordures ménagères, d'engins fluviaux, le fluvial prendra sa place. Bon, mais tout ça, il faut le mettre en musique, il faut le déployer. Le train, c'est assez simple. Je vais vous expliquer pourquoi c'est simple. C'est simple parce qu'un train, ça part et ça revient toujours au même endroit. Donc en termes d'infrastructure de recharge, c'est relativement simple. Techniquement, c'est un peu compliqué. Mais en termes d'infrastructure, c'est pas très difficile. Ce qui est difficile, ce qui va être difficile, et c'est pour ça qu'il faudra choisir des axes, faire un peu de logistique, un peu d'analyse de flux, etc., pour mettre les stations de remplissage d'hydrogène aux bons endroits pour démarrer la filière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est importante, c'est d'avoir des volumes de véhicules commandés, donc des engagements qui vont permettre aux constructeurs, et vous savez, on est en France, donc on voudrait bien que ce soit des constructeurs français. Je vous rappelle quand même que Toyota, Hyundai, au niveau mondial, sont déjà très avancés sur ces sujets-là. Hein. Et nous, en France, on préférerait à minima travailler européen, et encore mieux, évidemment, travailler français. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe la filière et qu'il y ait des commandes suffisantes pour qu'on déploie de façon massive des véhicules. Voilà. Donc c'est parti, quand même, hein, c'est parti. Il y a un très beau projet qui est en train de se développer à Fos-sur-Mer avec des partenaires d'ailleurs que vous avez évoqués tous les deux, qui sont un peu les mêmes. Hein. Ce sont des gens qui sont focalisés sur la mobilité propre, hein, décarbonée. Donc on retrouve Carrefour, on retrouve des transporteurs, on retrouve Air Liquide, on retrouve un certain nombre d'acteurs qui se sont mobilisés, qui se sont regroupés pour faire un très beau projet qui va être lancé là, où on aura, sur un rayon de 300-400 km, toute une zone de chalandise avec, on l'espère assez rapidement, on va commencer petit, comme tout le monde, et puis on espère avoir 20-25 camions dans les 2-3 ans qui viennent, ce qui est petit, mais qui est quand même quelque chose. Hein. Ça va se développer. Donc, tout ça se met en place, tout ça est complémentaire. L'hydrogène a quand même beaucoup d'atouts sur le lourd, je le maintiens, hein, c'est sûr, hein, et durable. Bon, le parallèle, c'est qui dit électrification, dit déploiement en amont des infrastructures de production électrique. C'est un vrai sujet, hein, dont personne ne parle, mais c'est un vrai sujet. C'est gérable, mais il faut que la France, bon, je suis un petit Français, je suis surtout normand d'ailleurs, la France a des atouts fantastiques, parce que le nucléaire est décarboné, parce qu'on a des plans de développement de renouvelables, évidemment, mais ça ne va pas se faire en un jour. Donc si le sujet qui nous est posé à tous en tant que citoyens, qui est la décarbonation, si on veut que ça aille vite, eh bien, il faut qu'on appuie sur nos forces pour lancer la machine, déployer les infrastructures, ça prendra du temps, et en parallèle, déployer des systèmes de production électrique décarbonés avec du renouvelable et certainement du nucléaire, je ne vois pas comment on peut s'en passer. Et tout ça, ça nous donne une belle perspective. Voilà. Et on pourrait démarrer là. On peut déjà démarrer. Qu'est-ce qui manque? Alors c'est un enjeu politique, c'est une volonté. Vous faites un peu de lobbying quand même. On fait que ça. Bah oui. On fait que ça, mais on est ouvert. On est ouvert. Très ouvert. France Hydrogène, c'est 350 adhérents. Hein, c'est une très grosse association où il y a toutes les parties prenantes. Hein. Il y a des énergéticiens, il y a des gaziers, il y a des fabricants de stations, il y a des gens qui sont des fabricants de réservoirs. Enfin, il y a beaucoup de monde. C'est une très grosse association. Moi, quand je suis arrivé, on était... c'est un petit moment que j'y suis. Je suis parti des meubles, mais on devait être une petite centaine d'adhérents et on avait 3 collaborateurs, 2 même. Aujourd'hui, il y a 11 collaborateurs, il y a 350 adhérents. Et c'est un engouement extraordinaire. Mais notre rôle aussi, c'est de promouvoir le plan hydrogène à l'horizon 2030 avec 6,5 gigawatts installés. Donc ça veut dire des électrolyseurs, parce que la voie, c'est l'électrolyse, c'est celle qui est préférentielle. Mais on peut démarrer tout de suite. Je veux dire pourquoi. C'est parce qu'on a déjà de l'hydrogène décarboné. Si je remonte à l'échelle industrielle, là je parle que de mobilité. Si vous raisonnez industrie, pour décarboner l'hydrogène, il y a 2 voies. Pour faire l'hydrogène décarboné, en gros, il y a 2 solutions majeures. La première, c'est le gaz naturel. 1 kg d'hydrogène, 10 kg de CO2. Sympa le truc. La deuxième, c'est l'électrolyse, comme avec les réserves que j'ai émises, qui sont qu'il faut que l'énergie amont, évidemment, soit décarbonée. Mais sur les installations industrielles existantes, vous pouvez mettre une technologie qui s'appelle le CCS. CCUS, c'est un grand mot, c'est simple. Vous mettez sur votre production hydrogène
une installation qui capte le CO2, donc qui récupère le CO2, soit pour l'utiliser, mais c'est un tout petit marché, l'utilisation du CO2 dans l'agroalimentaire, dans les serres, dans l'industrie. Il y a une utilisation, hein, mais ce n'est pas énorme, ce n'est pas extensible, sauf à inventer la chimie du CO2 de demain, mais elle n'est pas encore là. Donc, et l'autre solution, c'est de renvoyer ce CO2 capturé de là où il vient, c'est-à-dire dans les gisements en mer du Nord. Et là, vous avez un hydrogène dont vous avez capturé le CO2 que vous renvoyez à sa destination d'origine. Et ça, on peut le faire très vite. Ça aura un avantage, c'est que, 1, on a l'hydrogène décarboné, 2, les volumes disponibles sont plus que suffisants pour lancer toute la dynamique qui est en train de se lancer, en n'attendant pas d'avoir de nouveaux investissements et des nouvelles sources d'énergie, on peut y aller maintenant. Et ça va permettre, parce que dans transition énergétique, et je le dis souvent, mais il y a transition. Donc je pense que le gaz naturel est une très belle solution de transition. Je pense que l'électrique batterie est déjà installée et répond déjà pas mal à beaucoup de questions. Et je pense que l'hydrogène va monter en puissance. Mais si on attend d'avoir tout, on ne le fera pas. Donc il faut à la fois construire des électrolyseurs et massifier les productions pour avoir les prix les plus compétitifs possibles. Il faut utiliser les producteurs actuels en captant le CO2, ce qui permet très vite de lancer la chaîne. Et après, dans une dynamique à 10 ans, à 15 ans, on aura déployé des infrastructures, des sources de production décarbonées mieux réparties sur le territoire. Et pour conclure, quand je dis qu'il faut commencer par le lourd, c'est parce que le lourd, parce que dans les infrastructures, une station hydrogène, c'est pas le prix d'une station essence, hein. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus cher. Bon. Et il faut des gros volumes, hein, donc, et puis on est à 700 bars, entre 350 et 700 bars, donc c'est quand même une technologie. Mais ce qui consomme le plus, ce sont les véhicules lourds. Donc pour amortir les infrastructures, il vaut mieux avoir des grosses consommations avec des véhicules lourds pour lesquels c'est nécessaire. Avec un camion hydrogène, aujourd'hui, on fait entre 800 et 1000 km avec plein-plein. Et là, si on analyse bien les circuits, et la Normandie est très très bien placée pour ça, eh bien, on doit pouvoir déployer des infrastructures, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Régis Saadi. Y a-t-il des questions, madame ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la dangerosité des véhicules qui seraient sur les routes, justement, par rapport aux camions ? Est-ce que ça a un danger supplémentaire ? Non, c'est très contrôlé, c'est très maîtrisé. Techniquement, c'est sans problème. L'hydrogène, on l'utilise depuis, je vous parle d'une maison comme Air Liquide, hein, au hasard, j'en fais partie, ça tombe bien. Ça fait plus de 60-70 ans qu'on est dans les métiers de l'hydrogène. L'hydrogène, intrinsèquement, est un gaz explosif. Oh, ça ne se discute pas. Par contre, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est extrêmement léger. Donc ça veut dire qu'une fuite hydrogène, elle se disperse immédiatement. Elle a une autre caractéristique qui est plus embêtante, qui peut être plus embêtante, c'est que l'hydrogène, quand il brûle, il fait une flamme invisible puisqu'il n'y a pas de carbone, et c'est une flamme qui ne rayonne pas. Ça veut dire qu'une flamme hydrogène, vous pouvez être à côté, c'est quand même aux alentours de 1800 degrés, c'est juste un peu chaud, mais ça ne rayonne pas, donc vous ne le sentez pas. Hein. Donc voilà, je pourrais vous donner les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais l'hydrogène est utilisé depuis très très longtemps, y compris sous forme liquide. L'aérospatiale fait que ça. Hein. On développe... Et les technos qui sont déployés en hydrogène sont très sûrs. Très très sûrs, vraiment. Et alors on a travaillé avec tous les services de secours, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, des crash tests, enfin bon. Mais toute la chaîne, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas un jour un pépin sur un... Ça, celui qui garantit ça, il est fou. Mais à la limite, c'est moins dangereux que des gaz lourds qui se piègent parce qu'ils sont plus lourds que et restent en bas. Le GPL, comme tu as cité, dans les sous-sols. Par exemple, hein, si vous avez une fuite d'hydrogène, elle va se disperser immédiatement. S'il n'y a pas une étincelle, il ne se passera rien. Une fuite de GPL, elle va rester en point bas, elle nappe, et là, s'il y a une... Alors l'énergie pour l'enflammer est plus importante que celle nécessaire à l'hydrogène, mais comme vous la stockez, ça pète, quoi. Monsieur, merci de vous présenter. Oui, Patrick Pell. J'ai travaillé dans l'industrie gazière. Simplement, je me pose une question d'électricien plutôt. Pour passer à la mobilité hydrogène, est-ce que vous avez évalué l'impact sur la production électrique nécessaire pour produire cet hydrogène décarboné finalement à partir d'électrolyse ? C'est la bonne question. Oui, on l'a évalué. Oui, c'est considérable.
Pour faire 1 kg d'hydrogène, il faut à peu près 60 kg, entre 55, suivant les discussions qu'on peut avoir. Allez, on va dire 60 kWh par kilo d'hydrogène. Vous voyez tout de suite que si vous voulez massifier, si vous voulez produire en très grande quantité, c'est une électrification. Donc il y a un enjeu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du nucléaire et de l'éolien. Je ne vais pas vous noyer avec des chiffres, mais c'est une très bonne question. C'est pas que je ne veux pas donner de chiffres, je ne les connais pas par cœur, mais c'est un enjeu. C'est un enjeu. On ne peut pas vouloir prétendre électrifier notre mobilité si on ne multiplie pas par un nombre assez conséquent la production d'énergie électrique. Ça, c'est certain. Oui, c'est quantifié. Alors quand vous discutez avec la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, que je connais très très bien l'ancien préfet de Normandie qui est à la CRE. Il est en pleine forme, il a toujours la pêche, Caranco. Quand on est allé le voir, il me dit c'est quelques terawattheures, quoi. En gros, pour lui, ça n'a pas l'air de lui poser beaucoup de problèmes. Nous, on dit oui, enfin, faut voir quand même. Mais en même temps, les objectifs de la France en termes de décarbonation, vous les connaissez. C'est de passer à un mix 50% à un horizon qui, moi, me paraît pas raisonnable. Mais en tout cas, c'est ça la cible. Vous avez deux façons de diminuer le pourcentage. C'est soit vous fermez des moyens de production, vous les remplacez par d'autres, soit vous électrifiez beaucoup de choses qui ne le sont pas aujourd'hui, vous augmentez considérablement les volumes, et en pourcentage, évidemment, si vous ne bougez pas l'outil nucléaire, en pourcentage, il va baisser. Donc, bon. Ça ressemble à une stratégie d'EDF, ça. EDF, la France est en train de se rendre compte que l'atout nucléaire, il est majeur. Pourquoi ? Parce que le centre de gravité a changé. Avant, le centre de gravité de beaucoup de gens, c'était le nucléaire, et ça supposée dangerosité. C'est pas une dangerosité supposée, c'est une vraie dangerosité, sauf qu'elle est hyper sous contrôle, quoi. On est les meilleurs au monde là-dedans. Et accident nucléaire en France ayant provoqué, j'en connais pas. Donc on est en train de passer de ce prisme-là au prisme qui devient prioritaire, qui est la décarbonation, qui lui est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus immédiat, et dont on est, je ne suis pas scientifique de très haut niveau, mais dont on est à peu près sûr. Donc on change le regard, et on change de priorité. Donc plus personne aujourd'hui ne parle de fermer les centrales nucléaires. Il y en a même qui disent qu'avoir fermé Fessenheim, c'est une grosse connerie. Vous m'excuserez, je parle souvent clair. Et puis n'ouvrez pas un débat parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Non, c'est pas un débat. Non, c'est une bonne question. Oui, bien sûr. Donc l'énergie, on l'aura. La France a des atouts fantastiques pour le faire. Elle est en train de se battre au niveau européen avec l'Allemagne, qui n'a évidemment pas la même vision. J'entrerai pas dans le débat, mais ça fait partie aussi des actions de France Hydrogène, d'amener des arguments à nos parlementaires, à nos dirigeants. Le rôle d'un lobbyiste, c'est pas de raconter des histoires ou de dire des choses fausses, c'est d'amener des réalités à des gens qui sont chargés de comprendre pour pouvoir mieux défendre nos positions. C'est la position des citoyens. C'est ça le vrai métier. Merci. Très bien. Eh bien, nous allons progresser dans les infrastructures. On a vu les infrastructures gaz, les futures infrastructures hydrogène, et nous allons voir au niveau de notre département avec vous, Philippe Landrin. Vous êtes responsable service mobilité bas carbone au SDEC Énergie, et vous avez déjà affiché la carte de notre beau département. Oui, c'est un beau département sur lequel on voit plein de petits points représentés. C'est pas des radars. C'est pas des radars. C'est plus sympa que les radars. C'est plus sympa. C'est des bandes de recharge, en fait. Et pour arriver à cette carte, comme le rappelait Madame Gournay-Lecomte, il y a un petit historique qu'il faut redire. On peut afficher ce que le SDEC Énergie a réussi à faire parce qu'on a pu profiter d'appels à projets de l'ADEME qui, par rapport à des partenaires du département, de la région, ont fait qu'on a pu mutualiser une demande pour arriver à des sommes qui permettaient d'être éligibles à cet appel à projet. Comme le rappelait très bien Madame Gournay-Lecomte, une simple commune n'aurait pas pu faire ça, même si elle souhaitait ardemment avoir sa borne ou ses bornes sur son territoire, elle n'aurait pas pu le faire. Ça a dû passer par le niveau donc supra-EPCI que le SDEC Énergie permettait d'avoir. Donc tout ça a démarré en 2014. On est allé donc rencontrer en direct et par des courriers chaque commune du Calvados, demander s'ils étaient intéressés pour avoir sur leur territoire une borne de recharge. Certes, en 2014, la mobilité électrique n'était pas
le sujet encore qu'il est aujourd'hui, mais l'avantage, et on voit qu'on est quand même dans un département qui est moteur, c'est qu'on a été suivi par un nombre important de collectivités. 150 collectivités ont répondu favorablement et ont demandé et à avoir sur leur territoire une borne de recharge. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à 220 bornes posées donc fin 2017, avec cet avantage pour les communes de ne payer que 20% du montant de la facture. Les 80 autres étaient pris en charge par les partenaires dont j'ai cité tout à l'heure. On a donc à aujourd'hui 230 bornes de recharge sur le territoire. Ces 230 bornes se décomposent en deux catégories. Il y a les bornes normales, qu'on appelait précédemment accélérées, qui donc alimentent de 3 à 22 kg pour, en gros, le véhicule Zoé, pour ne pas le citer, puisque c'est la catégorie de rechargement qui lui convient le mieux. Et on a vu ces derniers temps les constructeurs produire de nouveaux véhicules qui nécessitent par contre donc une puissance de distribution un peu plus rapide. Donc l'intérêt du SDEC Énergie était de pouvoir proposer une autre prestation qui était les bornes rapides. On en a posé 8 de 50 kg et plus récemment avec les nouveaux sorties des véhicules tels que la 208 et d'autres véhicules de ce genre, où là on a une nécessité d'avoir du 100 kg, 3 autres bornes rapides à Mondeville, je me permets de citer ces 3 communes-là, du coup, parce qu'il n'y en a que 3, Mondeville, Bretteville-sur-Odon et Cagny. Donc on a posé des bornes de 100 kg. Ces bornes ont été posées aussi et dans un temps record, puisqu'on les a posées entre 2015 et 2017, grâce à des partenariats qui ont été faits avec notamment notre partenaire historique Enedis, pour des délais de raccordement qui ont été plutôt préférentiels, puisque une convention avait été passée dans ce sens avec eux. On le voyait donc sur la carte tout à l'heure, on a un maillage qui est plus que important, puisque il n'y a pas une borne plus loin que l'autre de 15 km. Et si on ramène ça à une surface au mètre carré par rapport au territoire du Calvados, on est même meilleur, puisque c'est une borne tous les 5 km². Donc ça veut dire que vous avez des bornes très rapprochées. Par contre, c'est évident, ce qui est important, c'est aussi d'avoir donc une qualité de fonctionnement. Pour ça, des partenariats ont été mis en place, des marchés ont été mis en place. À aujourd'hui, on est à 93% de fonctionnement optimum de nos bornes de recharge. Donc, ce qui permet de rassurer les utilisateurs à retrouver sur leur chemin une borne en fonctionnement. Ce qu'on peut voir du coup, c'est cette progression qui est quand même importante, hein, qu'on constate. On le voyait pour les nombres de véhicules, ça se traduit également sur les nombres de sessions. En 2019, on était à 15 000 charges, en 2020, 21 000, et dès août 2021, on est déjà à 27 000. Donc vous voyez la progression, 42% en un an, et là on est déjà à 30%. Si on est dans cette même progression, on pourrait presque arriver à 80-90% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Sachant que le Covid a peut-être freiné un peu, non ? Alors le Covid a freiné 2020, c'est évident, puisque vous aviez beaucoup moins de charges sur les mois de mars et d'avril. Et on le voit également, je vais essayer de bouger un petit peu. Oula. On va la mettre par là, excusez-moi, ça bouge un petit peu. Monsieur Gauthier a changé de... mais on le voit aussi au niveau du nombre d'utilisateurs, puisque clairement, donc, on avait jusqu'à août 2021 déjà 7066 utilisateurs différents qui ont utilisé les bornes de recharge du SDEC Énergie. Voilà. Et au nombre d'abonnés, 2451. Voilà. Ce qui est important et ce qu'il faut signifier aussi, c'est que on n'est pas qu'un syndicat intramuros du Calvados. On est dans une France. Cette France reçoit, le Calvados, on a la chance d'avoir un pot de territoire qui est attractif au niveau des touristes. Donc on a une obligation d'interopérabilité
qui nous permet de pouvoir accepter toutes les cartes des opérateurs nationaux, notamment ChargeMap, FreshMap, Lysivia, pour ne pas les citer. Et il y en a 38 comme ça. Donc ça veut dire qu'une personne qui habite dans le département du Finistère, pour ne pas la citer, pourra utiliser sa carte du Finistère et venir se recharger chez nous, puisqu'on a un partenariat avec le syndicat du Finistère. Quelqu'un de Paris qui a une carte ChargeMap, donc une carte nationale, s'il vient en week-end en Bretagne, en Normandie, il pourra se recharger en se rechargeant sur nos bornes. Voilà. Et ce qui est important et ce qu'on souhaitait également pour nous, c'était de pouvoir donner à nos utilisateurs, à nous, donc ceux du Calvados, la possibilité d'aller se recharger dans les bornes de nos voisins. Donc du coup, à l'inverse, on a fait des contrats d'interopérabilité avec nos voisins des départements, donc la Seine-Maritime, l'Eure, la Manche et l'Orne. Et même, puisque l'agglomération de Rouen a son propre système de recharge, donc avec cette agglomération. Voilà. Très bien. Juste pour que tout le monde nous suive, IRVE, IRV. Donc infrastructure pour véhicules électriques. De recharge. De recharge. Très bien. Parfait. Y a-t-il des questions sur cet équipement? Est-ce que quelqu'un veut une borne de plus? Monsieur. Bruno Delic. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà, et qui sont installés prochainement. Vous voyez que le maillage se complétera progressivement. Tout à fait. Alban en parlera pour montrer notre progression et notre Si vous lui prenez son propos... ouais, ça... Très bien. Merci beaucoup, Philippe Landrin. Nous allons vous retrouver enfin, Charles-Antoine Gauthier. Merci d'être resté silencieux pendant nos échanges. Est-ce que vous revenez à droite ou est-ce que Monsieur Gauthier reste? Voilà, vous venez de changer à nouveau de place sur l'écran. Vous êtes, je le disais, directeur adjoint de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et vous allez nous faire comprendre les perspectives d'évolution, parce que c'est un secteur, on l'a compris, que ce soit hydrogène, électrique ou gaz, qui est très mouvant et la loi change. Et vous allez nous parler d'une loi importante pour les collectivités, c'est la loi LOM. Nous vous écoutons. Oui, merci. Bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. 2 mots peut-être pour commencer, pour rebondir sur les interventions précédentes. Donc, pour vous dire qu'au niveau de la FNCCR, nous venons de signer une convention avec l'Aver France sur le programme Advenir Formation et permettre ainsi au niveau régional et donc potentiellement au SDEC de disposer de formations avec des acteurs de la mobilité électrique pour l'instant. Donc on va relayer auprès de nos adhérents cette dimension formation auprès des élus et des services. Deuxièmement, pour aller dans le sens de France Hydrogène, dire que également, au-delà des adhérents qui ont été cités de la filière, nous avons aussi des adhérents syndicats d'énergie métropole qui sont adhérents à cette structure et que nous soutenons particulièrement puisque nous avons fait un guide avec eux sur la mise en place pour les collectivités de stations d'avitaillement en hydrogène. Et puis, bien sûr, avec les concessionnaires, nous travaillons au sein de la fédération et avec les acteurs de terrain comme le SDEC Énergie, comme référent principal de nos négociations sur les modèles de contrats de concession que vous avez sur vos territoires et notamment pour celui sur le gaz en ce moment avec GRDF et les équipes du SDEC que je remercie sous l'égide de Bruno Delic, ici présent. Alors, pour revenir à notre sujet, la loi d'orientation des mobilités, dite loi LOM, a été promulguée le 24 décembre 2019, donc une sorte de cadeau de Noël, si vous voulez, pour dynamiser la mobilité propre dans tous ces États, et notamment donc une loi assez importante, puisqu'elle a quand même un peu plus de 180 articles, donc on ne va pas les passer tous en revue, mais vous donner un peu les grandes lignes. L'idée étant de réorganiser la gouvernance en matière de mobilité sur les territoires, de pouvoir avoir le maximum d'autorités organisatrices compétentes sur cette mobilité pour qu'elle soit couverte sur l'ensemble du territoire national. Réaffirmer également le rôle de la région comme chef de file
un petit peu à l'instar de ce qui s'est fait sur la transition énergétique, mais avec des opérateurs de terrain qu'on va retrouver, dont on va parler à l'instant, pour pouvoir dynamiser ces infrastructures notamment. Et une incitation, donc du coup, comme l'a dit votre présidente tout à l'heure, que je salue au passage, inciter les collectivités, les intercos et notamment les EPCI à fiscalité propre à se saisir de ce sujet pour pouvoir réorienter les choses vers une meilleure coordination et cohérence à ce niveau-là. Et alors, cette loi permet un élargissement de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité. Auparavant, ça concernait essentiellement les transports réguliers. Et là, on ouvre un petit peu le dispositif aux transports urbains et non urbains, des transports à l'allemande, que vous avez également cité tout à l'heure, l'autopartage, le scolaire, la mobilité active. On retrouve des mobilités de type douce que vous développez également sur vos territoires, comme le vélo ou les trottinettes. Et puis tout ce qui est mobilité solidaire, donc l'autopartage, comme je viens de le dire. Donc on encourage les collectivités à se saisir de cette compétence d'autorité organiste de la mobilité, et on les incite également à se lancer dans des schémas directeurs sur les infrastructures de réseau. Donc c'est une loi qui est assez fondamentale, qui a une portée assez large, avec une volonté du gouvernement de dynamiser la mobilité propre, et on y reviendra dans quelques instants. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur ces premiers aspects, en tout cas, concernant cette loi d'orientation des mobilités. Très bien. Alors, justement, vous en parliez des schémas directeurs d'infrastructure. Est-ce qu'on peut faire le point sur ces schémas aujourd'hui? Alors, comme le SDEC l'a évoqué tout à l'heure, les syndicats d'énergie ont joué un rôle majeur dans le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ces fameuses IRVE dont parlait tout à l'heure Philippe Landrin. Et donc, depuis 2013-2014, comme ça a été dit, en s'appuyant sur des programmes d'investissement d'avenir portés notamment par l'ADEME, les collectivités syndicats d'énergie se sont lancées dans le dispositif, un peu en précurseur comme le SDEC. Et donc, à ce jour, on est à peu près sur 70% des stations de recharge ouvertes au public qui ont été mises en place par les syndicats d'énergie sous leur maîtrise d'ouvrage. Donc on a eu en quelque sorte les prémices de ce fameux schéma directeur des infrastructures de recharge qui fait désormais partie du cadre législatif et réglementaire et qui va venir se décliner dans une version numéro 2, on va dire, sur les territoires pour compléter le maillage existant. Et je crois que vous en avez eu l'exemple ici avec ce que fait le SDEC Énergie pour compléter le dispositif qu'il a déjà mis en place. Alors notamment avec les bornes de recharge pour véhicules électriques, mais aussi, et on s'en félicite, puisque nous, on a une vision quand même côté FNCCR multi-énergie, ça a été évoqué tout à l'heure, que le SDEC aille également sur la mobilité GNV, bio-GNV, et bien entendu sur l'hydrogène. Donc ce sont des dynamiques qui se mettent en place. La loi et les arrêtés d'application datent du printemps 2021, donc mai 2021, donc c'est relativement récent pour ce nouveau dispositif. Mais au jour d'aujourd'hui, on compte déjà les premiers schémas directeurs qui se mettent en place, nouvelles formules. Nous en avons au niveau national moins d'une dizaine au jour d'aujourd'hui qui sont lancés sur les territoires. On en compte une vingtaine en prévision pour la fin d'année et plus d'une soixantaine pour l'année 2022. Et on pense que ça va s'intensifier sur les territoires. Alors la loi d'orientation des mobilités et l'incitation à la mise en place de ces schémas nous semble fondamentale, et notamment avec des acteurs tels que le syndicat d'énergie du Calvados, le SDEC en particulier, pour avoir déjà un retour d'expérience en termes de maîtrise d'ouvrage et de déploiement sur le territoire. Et dans ce cadre-là, il s'agit de refaire un état des lieux de l'existant, de remettre les acteurs autour de la table, avec les filières, avec les gestionnaires de réseau, pour pouvoir faire des études d'acceptation. Je pense que la personne d'Enedis va en parler tout à l'heure, pour pouvoir ajuster au mieux et la mise en place des nouvelles bornes qui vont demander une puissance supplémentaire. On l'a vu tout à l'heure avec la prise de parole de Bruno Delic, notamment sur des bornes de recharge rapides, voire ultra rapides sur les territoires, et l'acceptation du coup du réseau public d'électricité que les collectivités gèrent à travers le SDEC Énergie et dont elles sont propriétaires.
Et donc, on pense que ces syndicats d'énergie, en termes de force de frappe, d'optimisation et de mutualisation, peuvent être quand même le garant d'un service public de qualité et permettre également d'avoir une vision cohérente de l'aménagement du territoire avec leurs communes membres. Voilà un petit peu la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Et donc, on soutient pleinement la démarche du SDEC sur cet aspect-là. Très bien. On peut peut-être finir avec ce projet, cette charte des 100 000 bornes. Moi, je connaissais les 1000 bornes, mais on passe bien au-delà. On y a tous joué. Ah, on y a tous joué, on y joue encore. Le jeu des 1000 bornes, effectivement, mais il y a une ambition du gouvernement, effectivement, qui s'est précisée en fin d'année dernière, avec une volonté d'aller tous ensemble vers une centaine, enfin 100 000 bornes ouvertes au public. Et dans ce cadre-là, notre fédération, avec l'appui des syndicats d'énergie tels que le SDEC, s'est inscrite dans la démarche et a indiqué qu'elle allait participer et contribuer à atteindre cet objectif, notamment pour prévoir à peu près 6 000 bornes d'ici 2023 supplémentaires qui seraient ouvertes au public. Alors, on se félicite que le SDEC s'inscrive dans la démarche, et on y reviendra peut-être tout à l'heure avec le plan de relance. Et donc, on voit que ça continue à s'opérer et la dynamique continue à prospérer. Côté collectivité, pour cette fin d'année, on a à peu près 1200 bornes supplémentaires ouvertes au public qui vont être mises en place, soit 2400 points de charge supplémentaires. Et puis, avec la dynamique du plan de relance et notamment du fonds d'amortissement des aides pour les charges d'électrification rurale, dans ce fonds de péréquation nationale qui est le FACÉ, qui est une aide supplémentaire pour les territoires ruraux notamment, on a un programme supplémentaire qui s'est ouvert sur la transition énergétique et notamment sur ces nouvelles mobilités qui va permettre de renchérir les programmes sur les territoires. Et donc, on est plutôt positif sur cette démarche-là. Et donc, pour les années à venir, 2022, on a d'ores et déjà plus de 850 bornes nouvelles qui sont déjà prévues dans les calendriers d'investissement des collectivités au travers des syndicats d'énergie. Et puis, sur 2023, on en est pour l'instant à 650 nouvelles bornes qui vont être installées sur les territoires. Et je le redis enfin, nous avons une vision collective multi-énergie et on voit apparaître de plus en plus des stations multi-énergie sur les territoires où la mixité entre l'électrique hydrogène, comme ça a été dit tout à l'heure, et le GNV, bio-GNV, va permettre au territoire d'avoir un accueil pour les véhicules de tout type, qu'ils soient légers, utilitaires ou un petit peu plus lourds, qui permettra et aux citoyens consommateurs que vous êtes, et aux élus, et aux entreprises de pouvoir circuler de manière plus décarbonée et plus propre, on l'espère. Très bien, je crois qu'on a fait le tour, Charles-Antoine Gauthier, de votre présentation. C'est dommage que vous ne soyez pas venu parce qu'on vous avait préparé un joli soleil, mais tant pis, vous n'en bénéficierez pas. En clair, il pleut. Je regrette de n'être pas présent avec vous, mais je suis tout cœur présent par la pensée et par la vidéoconférence. Non, mais vous connaissiez la météo, en fait. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu, parce qu'on est sous l'averse, en fait, depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Restez, si vous le voulez, avec nous, bien évidemment, mais nous poursuivons avec vous. Messieurs, merci beaucoup. Nous poursuivons avec vous, Pascal Simplement, Dupont. peut-être un petit mot, si vous me permettez. Pardon, allez-y. Nous avons participé avec d'autres acteurs à la mise en place d'un guide suite à l'apparition de ce texte sur le schéma directeur des infrastructures de recharge, y compris avec quelques syndicats d'énergie qui ont participé. Et je pense qu'on a tous intérêt collectivement à jouer le jeu et de s'appuyer sur des grandes structures comme le SDEC Énergie pour aller de l'avant et compléter le maillage avec l'appui des communes, bien entendu, et des particuliers. Merci beaucoup, Charles-Antoine Gauthier, et à bientôt. Alors, Pascal Dupont, vous êtes délégué territorial, référent mobilité chez Enedis, et vous allez nous livrer l'étude prospective que vous avez menée, ça dans un premier temps, et puis on verra l'accompagnement que vous pouvez apporter également, et nous finirons avec une question essentielle. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, la mobilité électrique, c'était présenté lors des précédentes interventions, va révolutionner notre relation à notre véhicule demain. On imagine que 90% de la recharge de véhicules électriques se fera à domicile ou sur le lieu de travail, et puis pour des déplacements plus lointains,
on se rechargera sur une aire de service, sur le centre commercial sur lequel on se rend, à la piscine, ou sur le domaine public. Alors, je ne reviens pas forcément sur les ambitions, mais elles sont quand même fortes. On parle d'un horizon de presque 5 millions de véhicules électriques à l'horizon 2028. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'Europe propose d'avancer l'échéance de la fin des véhicules thermiques de 2040 à 2035. Les choses s'accélèrent. Monsieur Gauthier le précisait, la loi d'orientation des mobilités a précisé un certain nombre de choses, et il faut avoir en tête que pour les bornes de recharge sur le domaine public, qui rentreront dans le cadre d'un schéma directeur d'infrastructure de recharge de véhicules électriques, les frais de raccordement au réseau de distribution seront supportés à 75% par le gestionnaire de réseau, donc sur 95% du territoire, c'est Enedis, et ce jusqu'en 2025. Donc c'est tout de même un point important dans le financement de ces infrastructures, même si le coût de raccordement, ce n'est pas la majorité du poste pour équiper des bornes de recharge. Alors, en Normandie, vous me direz où est-ce qu'on en est. Les choses bougent. On sent qu'effectivement, depuis quelques mois, ça s'accélère. Mais par contre, les nombres de bornes de recharge, que ce soit dans l'habitat collectif, que ce soit sur le domaine public et en entreprise, sont encore en nombre insuffisant pour permettre, d'une part, le déploiement massif du véhicule électrique, d'autre part, pour permettre des déplacements un peu plus lointains entre départements, notamment. Et puis, pour engager une dynamique encore plus forte, vous vous posez un certain nombre de questions qui sont nombreuses. Combien de bornes implantées? À quel endroit? Quelle puissance équiper les bornes? Le réseau électrique tiendra-t-il? La recharge des batteries? Et ces questions, en fait, on se les pose tous. Et elles doivent nous pousser à travailler ensemble. Et dans le cadre de la construction des schémas directeurs, il est prévu une instance de comité des partenaires où les différents acteurs qui peuvent équiper le territoire de bornes puissent se retrouver et partager autour de ces projets. Pour nous, Enedis, la mobilité électrique est un enjeu stratégique. On se doit d'être au rendez-vous pour raccorder, alimenter l'ensemble des projets d'infrastructures de recharge, et nous comptons bien être au rendez-vous. Alors on s'est posé toutes ces questions, et les services nationaux d'Enedis ont finalement construit une expertise autour de la mobilité électrique. Et cette expertise, finalement, elle nous permet de proposer aux collectivités territoriales 3 services. Le premier service, en fait, on l'a déjà porté auprès du SDEC cet été, et puis d'ailleurs au même titre qu'aux 5 autres syndicats départementaux d'énergie de la région. Nous avons proposé une vision prospective du besoin en bornes de recharge sur le domaine public, commune par commune, année après année, jusqu'à l'horizon 2035. Alors, cette vision, c'est qu'une vue d'Enedis. On aurait pu consulter 10 autres bureaux d'études, ils auraient délivré des visions peut-être différentes. Mais cette vision, finalement, elle a pour objectif d'éclairer sur quels sont les secteurs du territoire qui vont appeler davantage de bornes de recharge. Cette vision, elle est là pour permettre de prioriser les premiers dossiers qui seront à mettre en place sur les années, les mois à venir. Cette vision, elle fait aussi appel à regarder les caractéristiques de l'habitat, et notamment l'habitat individuel ou collectif qui ne dispose pas de place de parking. Parce que cet habitat, il héberge une population qui est la moins enclin, la moins favorisée pour accéder à la recharge du véhicule électrique. Donc ce sont des données que nous avons pris en compte dans cette vision prospective, et donc nous l'avons d'ores et déjà proposé au SDEC. Le deuxième service qu'Enedis propose, c'est finalement de passer au coup d'après et de dire on va analyser vos projets d'infrastructures de recharge, et sur la base d'éléments de localisation des projets, de puissance prévue pour ces infrastructures de recharge, on va analyser l'impact sur le réseau, et on sera en capacité de
dire rapidement si ces projets nécessitent simplement un branchement simple, nécessitent une extension du réseau de distribution, un renforcement du réseau de distribution, ou alors carrément la création d'un poste de distribution. Enedis ira plus loin. Partout où il y a une contrainte qui se présentera, on proposera une solution alternative en jouant sur la localisation du projet, sur le niveau de puissance, de manière à essayer d'abaisser le niveau de complexité de ces projets. Alors, il faut étayer ça un petit peu de concret. Il se trouve que ce service d'analyse d'impact sur le réseau, on a eu l'occasion de le jouer avec la communauté urbaine du Havre, sur une centaine de projets, et en prenant la définition du besoin telle qu'à l'origine, ça permettait d'établir que 50% des projets envisagés étaient possibles simplement par des branchements simples, mais qu'il fallait réaliser un certain nombre d'extensions de réseau, et puis qu'il fallait installer carrément 17 postes de transformation sur le territoire pour répondre à certains projets. Avec le travail d'optimisation qu'on a fait, on a pu abaisser, par exemple, les 17 postes de distribution à créer. On a réussi à réduire cette projection en ne créant que 4 postes de distribution. Donc c'est vraiment un service qui permet d'anticiper la complexité des dossiers et de gagner finalement temps et argent le jour où on est prêt à passer en mode réalisation de ces projets. Et puis le troisième service, ça va être un service un peu plus sur mesure. Ça et là, sur les territoires, il va y avoir des projets particuliers, d'électrification de flottes de bus ou de cars scolaires, des projets de mobilité douce, des projets de bornes à la demande. C'était évoqué tout à l'heure. Enedis sera à vos côtés pour analyser l'impact de ces projets sur le réseau et envisager comment les rendre concrets, notamment en termes de raccordement au réseau de distribution. Très bien. Alors il y avait une question essentielle. Quand on vous entend, quand on vous écoute, on se dit mais le réseau tiendra-t-il? Alors le réseau fera-t-il face? Alors c'est la dernière question de l'après-midi, donc vous avez intérêt à nous rassurer. Ouais, alors, oui, je vais vous rassurer. Enedis a réalisé un certain nombre d'études sur tout le territoire national en se projetant à l'horizon 2035. Alors à l'horizon 2035, il n'y a pas besoin d'actions d'investissement majeures, de difficultés technologiques particulières pour alimenter les infrastructures de recharge à cet horizon-là. Donc on n'est pas inquiet sur l'horizon 2035. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques chantiers de ci, de là. Mais en tout cas, notamment sur tout ce qui est déjà de la structure des postes sources, donc ces postes qui sont l'interface entre nos collègues de RTE et puis le réseau de distribution moyenne tension, on n'a pas d'inquiétude. Il y a d'ailleurs eu une étude en la matière, de fait avec RTE. On n'est pas inquiet sur la structure. Aujourd'hui, Enedis maintenant travaille la copie 2050. Parce que 2035, c'est qu'un point d'étape. On se dit, tiens, l'Europe voudrait bien qu'en 2035, on arrête de vendre des véhicules neufs thermiques. On ne sait pas trop où sera la frontière entre le mix de véhicules. On va passer d'un mix diesel-essence à quelque chose qui sera électrique, gaz, hydrogène. Et ça, c'est quand même encore compliqué d'imaginer où sera la répartition du camembert. Mais aujourd'hui, Enedis travaille la copie 2050, en se disant, 15 ans encore plus tard, où est-ce qu'on en sera? On attend la remise de la copie d'ici la fin de l'année, mais dans l'immédiat, on n'a pas de difficultés particulières. Je voudrais juste peut-être faire un tout petit rebond par rapport à ce que évoquait M. Gauthier en termes de législation. On parlait de la loi LOM qui parle beaucoup des infrastructures de recharge sur le domaine public, décidée par les collectivités territoriales. Il y a une autre loi qui a chamboulé un petit peu le paysage pour booster le déploiement du véhicule électrique. C'est la loi climat et résilience qui est parue tout récemment au mois d'août et qui amène quand même des notions très très fortes et qui nous intéressent au premier lieu côté réseau de distribution d'électricité, puisque cette loi inscrit en dur la notion de préfinancement des infrastructures de recharge dans l'habitat collectif par le gestionnaire de réseau ou l'opérateur de recharge. Donc, ce qui veut dire que par rapport à une difficulté qu'on avait jusqu'à maintenant dans les copropriétés pour obtenir des assemblées générales qui disent « oui, ok, on vote pour le déploiement d'un câble ou d'une infrastructure de recharge dans un parking souterrain »,
Eh bien, aujourd'hui, cette difficulté sera levée de par la loi et dira Enedis ou tel opérateur de recharge aura à préfinancer l'infrastructure collective. Alors, on n'en est pas encore au point final, parce que la loi, elle est inscrite ce principe dans le dur. On a besoin de décrets d'application, notamment pour voir comment on facturera, puisqu'on parle de préfinancement, on refacturera une quote-part. Et ça, aujourd'hui, ça doit être précisé par décret dans le courant de l'année 2022. Et puis, il y a un autre arrêté aussi très important sur le fait de pousser la mobilité électrique plus loin, un arrêté qui impose d'installer des bornes de recharge forte puissance sur toutes les aires d'autoroute à l'horizon fin 2022. Et donc, on a plein de dossiers déjà en cours auprès d'Enedis pour envisager ces études et ces travaux, puisqu'il y a quelques aires qui commencent à être équipées. Et là encore, nous n'avons pas d'inquiétude pour équiper toutes ces aires en forte puissance cette fois-ci. Et là aussi, il y a eu un travail de fait avec RTE. On va être au rendez-vous sans campagne d'investissement majeure et déstabilisant pour nos investissements. Nous avons 3 autoroutes, hein. La 13, la 84 et la 28, et son branchement vers chez nous, c'est la 88. C'est ça. 3, 4. Tout à fait. Et que ce soit. Alors aujourd'hui, toutes ces aires-là font l'objet d'études ou de demandes de raccordement, d'ores et déjà, qui nous ont été transmises, soit par les sociétés concessionnaires des aires de service, soit par la SNEF notamment. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Dupont. Y a-t-il, oui, des questions? Attendez. Je donne la parole à madame, même si elle a déjà beaucoup posé de questions. Oui, bonjour. Ma question se pose par rapport à RTE, qui est donc le transporteur d'électricité. Comment pouvez-vous envisager, à J-1, puisque ça se fait toujours la veille, ce que va nécessiter comme production pour répondre à la consommation? Puisque tout ça, c'est aléatoire. Comment pouvez-vous savoir que sur une autoroute, il y aura X véhicules qui vont se recharger à X heures? Voilà, moi, ça me rend perplexe, ayant travaillé chez RTE et connaissant la problématique. Alors, je ne répondrai pas pour RTE. Par contre, aujourd'hui, le travail qui appartient aux sociétés d'autoroute ou aux entreprises qui vont gérer les stations d'aires de service, ça va être d'exprimer leurs besoins en puissance. Nous, notre job à Enedis, ça va être de construire l'ouvrage permettant d'alimenter ces puissances-là. Donc, en termes d'investissement, encore une fois, je ne dis pas que ce sont des investissements qui sont gratuits. Plus une aire d'autoroute est sur un axe stratégique, plus la puissance va être importante. Il y a des aires d'autoroute sur les autoroutes de la vallée du Rhône qui appellent des puissances considérables. En Normandie, on devrait être sur des puissances plus modestes. Mais on n'a pas d'inquiétude sur la faisabilité technique pour faire cette alimentation. Après, voilà. Après, la programmation des flux d'énergie, bon, là, ça appartient plus à la partie purement RTE, pour le coup, et les fournisseurs d'énergie, de prévoir la capacité de réserve. Mais sur le sujet des aires d'autoroute, il y a eu une étude qu'ont portée Enedis et RTE qui conclut qu'il n'y a pas de points sensibles ou de difficultés technologiques majeures pour permettre et la construction des infrastructures pour alimenter ces aires et pour les dessertes en énergie. Par contre, la programmation reste très aléatoire. Parce qu'il faut vraiment avoir des études fiables pour programmer à J-1 les besoins qui vont être à J+1. C'est très compliqué. Mais ça, c'est l'exercice d'équilibre de la charge. Oui. Monsieur, nous vous écoutons. Merci de vous présenter. Monsieur, bon. Allez-y, il marche. Oui, 1, 2, 3, oui. Oui, bon, monsieur Le Foll, maire adjoint, délégué au SDEC. Bon, j'avais une petite question tout à l'heure. Vous avez dit que, disons, jusqu'à l'horizon 2035, Enedis n'avait pas d'inquiétude sur la production d'énergie. Ça ne nous aide pas éventuellement pour... ou ça aide plutôt les anti-éoliens. Parce qu'eux, ils se servent de ça, ils disent à quoi ça sert de faire des éoliennes si on a ce qu'il faut. Ça Alors, va... mon propos ne portait pas sur la production d'énergie, qui est une thématique d'ailleurs qui est en dehors du champ de compétences d'Enedis. Nous, notre job, c'est de permettre d'alimenter
les infrastructures et l'ensemble des clients sur tout le territoire. Donc, nous, la problématique, quand je disais il n'y a pas d'inquiétude, le raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, que ce soit dans l'habitat collectif, en entreprise, sur le domaine public, sur les aires d'autoroute, n'est pas quelque chose qui est préoccupant pour Enedis en termes de réalisation technologique ou de coût de réalisation. D'accord ? On est bien sur cette dimension-là de dire on sait alimenter l'ensemble des projets d'infrastructures de recharge qui vont venir. Après, il y a la question plus globale de l'équilibre. Effectivement, il va falloir pousser plus loin les capacités de production, mais en marge de ça, on a aussi tout un champ qui se développe sur la production d'énergie renouvelable, sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, sur la mobilité électrique. Je n'en ai pas parlé parce que l'idée n'était pas de faire un cours technique, mais il y a des notions de pilotage de la recharge qui seront nécessaires. Et d'ici 2035, on en aura besoin, notamment dans les parkings de copropriété. À un moment, il y aura sans doute besoin d'un dispositif qui dit l'immeuble il peut consommer tant. On est en hiver, il y a des radiateurs qui chauffent un peu dans les étages, donc je régule un peu la capacité de charge dans le parking. Parce que si on délivrait 100% du temps toute la capacité actuelle qu'on connaît, et ça appelle tous les changements attendus dans la maîtrise de l'énergie, dans nos changements de comportement, effectivement, là, ça pourrait être un petit peu plus critique, parce qu'il faudrait peut-être retirer des câbles un peu partout. Donc non, on aura besoin de cet outil de pilotage de la recharge, ça sera nécessaire. Tout de suite, on n'en a pas besoin. On n'a pas beaucoup de véhicules électriques dans les garages d'immeubles collectifs encore. Mais on aura besoin de cet outil, mais moyennant cet outil, plus les efforts, par ailleurs, sur la maîtrise de l'énergie, l'amélioration de l'isolation des bâtiments, etc., on n'est pas inquiet sur notre capacité à distribuer l'énergie en quantité pour permettre la recharge du véhicule électrique déployé massivement. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bien, merci beaucoup Pascal Dupont, Alban Raffray, responsable transition énergétique. On va faire le point avec vous, il nous reste 10 minutes car la présidente me fait des gros yeux. Il y a une signature d'une importante charte partenariale à 15h30, donc nous serons dans les délais pour sortir, surtout que c'est juste devant, sous la pluie. Non, à l'intérieur. Très bien. Donc, avec vous, on va faire le point, puisque Charles-Antoine Gauthier en parlait, du programme FACÉ. Il faut mettre un petit accent, hein, c'est ça, c'est FACÉ, on prononce FACÉ, voilà. Vous allez nous en parler et nous montrer comment, notamment, le programme France Relance va achever de nous équiper, si j'ose dire. Ouais, en fait, je vais faire un peu la synthèse de ce qui s'est dit au cours des différentes interventions pour projeter justement le SDEC à demain et montrer ce qu'en matière de mobilité, on sera en mesure d'apporter pour les territoires. Alors, la première, juste peut-être avant de parler de FACÉ, et Philippe l'a dit, on a aujourd'hui un réseau qui est de qualité. Hein, on a plus de 93% de taux de disponibilité, des bornes qui fonctionnent bien. L'enjeu, c'est que demain, ce soit la même chose, voire mieux. Donc, je suis heureux aussi de voir dans la salle nos exploitants futurs avec qui on va travailler. Et voilà, donc le message est fort, mais on veut maintenir ce niveau de qualité sur le territoire, puisqu'on sait que les bornes vont être de plus en plus sollicitées. Et donc, voilà, il faut que le service soit au rendez-vous. Donc le deuxième point, après la qualité, c'est aussi l'équité, on va dire. Hein. C'est un principe qui est fort pour le syndicat. Et donc l'équité, c'est d'avoir des bornes, je dirais, qui représentent un maillage cohérent sur le territoire. Et aujourd'hui, on a des bornes qui, voilà, tous les 5 mètres carrés, 5 km carrés, pardon, 5 mètres carrés, c'est... J'exagère un petit peu, j'avoue. Ça devient gênant même, c'est trop. Enfin, c'est trop. Je m'enflamme. C'est vous qui payez. Hein. C'est vous qui payez. 5 km², avec quand même,
je dirais, une densité un peu plus forte, forcément, autour des pôles urbains, des pôles d'activité et des pôles touristiques. Et l'idée, c'est aussi de ne pas mettre de côté les territoires ruraux. Et donc, j'en arrive au FACÉ, donc Fonds d'amortissement des charges d'électrification, et au travers le programme France Relance, qui nous a permis, en fait, d'obtenir des fonds supplémentaires pour implanter des bornes en milieu rural. Voilà. Donc, grâce à ce fonds et au programme Advenir, puisque on a pu aussi déposer des demandes de financement complémentaires, on aura 8 bornes supplémentaires, 8 bornes rapides, qui vont venir enrichir le réseau existant et donc offrir encore un peu plus de flexibilité aux électromobiles sur le territoire du Calvados. Alors, c'est les points violets ou verts? Alors, c'est les points. C'est les deux, mais. Alors, aujourd'hui, l'existant est en vert et donc oui. c'est en violet. Voilà. Les futurs. Donc, on est sur des territoires ruraux, mais sur des axes qui restent assez structurants et voilà, à proximité quand même de voies de circulation assez fréquentées. Oui, par exemple, Balleroy, c'est l'axe Bayeux-Saint-Lô. Ah, c'est ça. Ouais. L'autre perspective, alors là, je vais rejoindre tout à fait ce que disait Charles-Antoine tout à l'heure, c'est de se projeter et de voir comment il va falloir adapter le réseau à demain. Donc là, on a une démarche qui est structurée à l'échelle régionale, donc avec le TEN, Territoire d'énergie Normandie. Donc on a une réflexion commune avec nos collègues des autres syndicats. Pourquoi? Vous le voyez bien, de toute façon, quand on va poser une borne rapide, je dirais à la lisière du département, voilà. Ce serait un peu idiot qu'on retrouve une borne identique 2 km plus loin chez nos collègues. Donc il faut qu'on ait une réflexion commune. Et donc on a engagé une démarche d'études qui nous permettra après de mettre en place ce fameux schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge. Voilà. Donc, il y a un lien quand même à faire avec ce schéma. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. Ça va venir alimenter les réflexions des autorités organisatrices de la mobilité. Donc, le syndicat va aussi être assez proche, on va dire, des EPCI, des communautés de communes qui ont cette compétence et qui vont, elles, réfléchir à un déploiement de la mobilité d'une manière beaucoup plus élargie. Mais sur le volet mobilité électrique, voilà, on sera un acteur, je pense, important sur qui il faudra compter. Ça, c'est donc la carte régionale. Hein. Alors ça, c'est aujourd'hui la carte des points de charge qui sont disponibles sur le département. C'est pas mal, enfin, c'est pas, vous avez, loin d'être honteux. Vous avez entre 1400 et 1500 points de charge sur l'ensemble de la Normandie. Ouais. Donc on est un département quand même déjà bien fourni en bornes de recharge. Alors, on peut parler hydrogène GNV. Voilà, alors ça c'est aussi une ambition, c'est d'étoffer, on va dire, l'offre de mobilité et je dirais même l'offre de services. Donc aujourd'hui, on a des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur batterie qui sont très développées. Et demain, on souhaite aussi accompagner le développement donc, de la mobilité hydrogène avec l'implantation de stations. Donc aujourd'hui, vous en avez 2 qui sont en service, une à Bréville-sur-Odon et une à Pont-l'Évêque, avec là encore cette ambition d'avoir un maillage un peu plus dense de stations, mais de prendre aussi le temps de la réflexion, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, très clairement, la technologie coûte déjà très cher, et à l'investissement et en exploitation, et le nombre de véhicules est encore relativement faible. Donc il faut aussi que les collectivités peut-être fassent l'effort à un moment donné de jouer ce rôle de starter, de s'équiper, d'avoir quelques véhicules pour que ça commence à se voir et à fonctionner. Mais en tout cas, nous, on a pris le parti d'accompagner le développement de cette mobilité avec l'implantation de stations sur le territoire. Quand on dit Bréville-sur-Odon, c'est la 84 en fait, et Pont-l'Évêque, c'est la 13. On est aux portes de la 84, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, l'enjeu, c'est demain, effectivement, d'avoir des stations qui soient peut-être un peu plus autonomes en production d'hydrogène et de se tourner vers les électrolyseurs qui pourraient être couplés avec une source de production locale et renouvelable. On a parlé tout à l'heure du GNV. Donc, effectivement, on a une enquête et puis la convention qui a été signée ce matin avec GRDF en parle, puisqu'on voudrait aussi, je dirais, peut-être voir au niveau local ce que ça peut donner. Là, elle était au niveau régional, mais la préciser au niveau local et voir là où il faudrait mettre des stations pour pourquoi pas accompagner
accompagner leur développement. Et donc une des stations qui aujourd'hui abrite une borne rapide et une station hydrogène, c'est celle de Pont-l'Évêque, devrait aussi accueillir une station GNV. Voilà, donc c'est un dossier sur lequel on doit s'atteler très, très prochainement pour faire de cette station une vitrine et la première station multi-énergie dans le département du Calvados. Voilà, et puis juste peut-être pour terminer, les nouveaux services, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un réseau qui peut servir à développer de nouveaux services. Donc on pense notamment à l'autopartage. Voilà, donc c'est une des compétences des autorités organisatrices de la mobilité. On a, je dirais, un savoir-faire, on a une infrastructure. Donc c'est là encore accompagner les partenaires pour peut-être proposer de nouveaux services qui peuvent s'appuyer sur notre réseau. Je suis allé assez vite, mais je pense avoir fait le tour de manière synthétique. Et peut-être aurez-vous des questions à poser à Alban Raffray sur l'accompagnement des collectivités par le SDEC. Monsieur. Oui. Là, une petite question que je n'ai pas posée au début, j'aurais vu sur la protection, justement, la production d'hydrogène. Bon, la production d'hydrogène par électrolyse, c'est très très bien, mais il faut surtout, je pense, attirer l'attention que l'électricité, disons, la tension ne se stocke pas, déjà et d'une, que toute tension produite, justement, si on peut l'utiliser pour fabriquer de l'hydrogène, c'est une façon de la stocker et de répondre peut-être plus facilement à la demande. Alors d'où, disons, l'importance de partout pouvoir installer des éoliennes, des cellules photovoltaïques, c'est-à-dire produire un maximum d'électricité de façon à en avoir, au moment des heures creuses, en avoir de disponible pour toujours fabriquer de l'hydrogène. Merci. Oui, allez-y. En fait, il y a deux choses. Il y a le fait que l'hydrogène peut servir de stockage, on va dire, pour l'électricité. Donc ça, oui, c'est un fait. Après, sur le volet mobilité, là, c'est des infrastructures qui seraient dédiées. Donc si on met en place, je dirais, une production d'énergie renouvelable pour venir alimenter une station hydrogène, elle sera dédiée à ça. Et puis le surplus, éventuellement, lui, sera éventuellement sur le réseau. Alors on l'a évoqué hier, il y a aussi de nouvelles formes à imaginer, à penser, d'autoconsommation collective, où à la fois l'électricité produite pourra venir alimenter, pourquoi pas la station, et puis après une entreprise ou des habitations qui seront dans un périmètre assez proche du lieu de production. Régis Saadi pour un complément ? Oui, il y a deux points à la question telle que je la comprends. Marche pas le micro, c'est bizarre. Il y a deux points à la question telle que je la comprends. Il y a la question de l'électrolyse ou de l'énergie amont juste au pied de l'électrolyseur et fabriquer de l'hydrogène comme ça. Ça pose juste un problème qui est un problème de rentabilité économique qui est très compliqué. Ça coûte très cher de faire ça, jusqu'à preuve du contraire, mais il y a des gens qui y pensent, c'est très bien. Et l'autre question que je sous-entends dans ce que vous avez posé, c'est finalement profiter de l'intermittence des énergies et de la non-concomitance entre la production d'énergie renouvelable et son usage. Je ne sais pas si je suis clair. L'éolienne, elle tourne quand il y a du vent. Le photovoltaïque, c'est quand il y a du soleil. On a un réseau électrique qui n'a pas forcément besoin prioritairement de cette énergie-là au moment où elle est produite. Donc une des façons intelligentes, mais c'est très difficile comme modèle à mettre en place, c'est de utiliser cette énergie entre guillemets gratuite. Je me fais vite toujours ça, mais c'est ça l'idée derrière. C'est gratuit, ça tourne, autant l'utiliser, fabriquer de l'hydrogène à ce moment-là, qui a un coût de revient théorique très bas, et à ce moment-là, l'utiliser effectivement pour le restituer quand il y a un besoin plus fort. C'est le stockage de l'énergie. Qui est une question très importante aussi. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, sachant qu'on peut continuer de discuter, évidemment, et dans la salle et à la sortie, il me revient de vous remercier, les intervenants de cette table ronde, ainsi que tous ceux qui ont participé aux 4 tables rondes engagées depuis hier matin dans l'opération 2 jours pour demain. Et on était bien dans le demain, parce que depuis l'autoconsommation collective qui est appelée à se développer aux véhicules à hydrogène que j'ai hâte de conduire, je n'ai fait que du vélo à hydrogène. Bah oui, je souhaitais repartir avec, monsieur Saadi. Ça fait 2 fois que je vous lance la perche. Et donc, je tenais à vous remercier.
pour la qualité, évidemment, des débats et vous inciter à suivre maintenant la signature de la charte partenariale entre la préfecture du Calvados, l'État, représenté par son secrétaire général, je crois, parce que monsieur le préfet est parti sur Paris, vous-même, la présidente du SDEC, et puis la communauté urbaine de Camp-la-Mer avec Joël Bruno, en faveur de l'accompagnement des projets pour la rénovation des bâtiments publics. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi nombreux pendant ces 2 jours, et à bientôt. Merci. Merci.